Bonjour à tous, Georges Lemoine, je suis responsable technique de l'association Thiès-Brèze Maisons et Paysages de Bretagne, qui est située, dont le siège social est situé à Rennes, mais qui travaille sur toute la Bretagne historique. Association qui a été créée en 1975 autour de la sauvegarde du patrimoine bâti. On peut faire circuler la rue si vous voulez. Merci, si des gens veulent voir. Ouais. Voilà, c'est typiquement le genre d'action qu'on peut mener en termes de sensibilisation. Voilà. Oui, juste rapidement, oui, l'association a 3 axes principaux de travail. La sensibilisation au patrimoine bâti via des publications comme celle qui tourne là, ou des conférences comme celle qui nous réunit ce matin. Mais on est aussi organisme de formation sur les techniques relatives au bâti ancien. Donc, tout ce qui est technique de bâti ancien, que ce soit en maîtrise d'œuvre ou en technique pure, quoi, hein, faire un enduit par exemple. Voilà. Et puis du conseil à la restauration, réhabilitation de bâti anciens. Voilà. Et donc ce matin, on va parler du bâti ancien et de la performance énergétique. Voilà. Donc bon, je vais commencer par un constat que je pense on a tous fait, c'est-à-dire qu'on ne vit plus aujourd'hui comme on vivait à l'époque de la construction de ces vieilles maisons. Ah oui, juste pardon pour borner les choses, quand on parle de bâti ancien, c'est de façon un peu normative, aujourd'hui on parle de bâti avant 1948. Donc c'est-à-dire c'est le marqueur des changements de pratique, changements de technique. On va passer de la construction pierre et terre et chaux à la construction ciment, tout simplement. C'est un transfert de technique. Donc voilà, on verra ça un petit peu après. Donc voilà, on ne vit plus hier comme aujourd'hui, tout simplement. Et c'était juste pour dire ça, on a des usages et on est de plus en plus nombreux sur Terre. Je vais passer vite là, c'est un constat que je pense qu'on a tous fait. Et on consomme de plus en plus d'énergie, notamment, et de matière. Donc, bah voilà, il va falloir il faut que ça change, si on veut laisser une chance à ceux qui nous suivent. Et donc voilà, donc nous, ça s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que sauvegarder le bâti ancien, ça n'aura de sens que si ce dernier, il répond aux enjeux actuels et aux demandes de confort. C'est-à-dire que vous vivez, puisque je disais tout à l'heure, vous vivez plus comme au XVIIIe siècle aujourd'hui. Vous auriez du mal à vivre sur terre battue avec 14 degrés en hiver, quoi. On n'est plus trop habitué à ça. Et donc, nous, l'enjeu au sein de Thiès-Brèze, c'est la préservation du patrimoine bâti. Donc, il faut qu'on aille vers une amélioration thermique de ces bâtiments-là. Mais il ne faut pas que cette amélioration thermique se fasse au détriment de la pérennité de ces bâtiments-là. Il ne faut pas qu'on les détériore à long terme, sinon ça ne veut rien dire. Ce qui s'est un peu passé depuis les années 50, on va y revenir. Donc là, les 2 prochaines diapos, celle-là et celle d'après, c'est un peu ce qui fonde vraiment notre réflexion, tant sur le plan structurel que sur le plan de la gestion de l'humidité. Là, on va s'attaquer plutôt à la gestion de l'humidité ce matin, mais voilà. Donc le bâti ancien, bâti neuf et bâti ancien. Donc bâti neuf, on est sur un bâti qui fonctionne hors sol avec énormément de matériaux qui vont séparer le bâtiment du sol sur lequel il est posé. Nous, le bâti ancien, ce n'est pas du tout le cas. Nous, les anciens, comment ils faisaient, hein, ils décapaient le sol, ils cherchaient les stratifications de sol dur. Vous voyez, il y a un très bel exposé ici sur les stratifications de sol, mais donc c'est un peu ça qu'ils faisaient. Ils cherchaient le sol dur et ils commençaient à bâtir en pierre, ourdée, le plus souvent à la terre, mais aussi souvent à la chaux, d'autant plus ici dans le secteur, parce qu'il y avait du calcaire pas loin. Donc voilà, donc des matériaux qui sont en réalité, on dit hygroscopiques et capillaires, donc en gros qui sont des éponges, qui vont boire l'eau du sol. Donc voilà, ça c'est un constat de base. Hop, merci. La deuxième diapo, donc voilà, c'est exactement ce que je vous expliquais. On est là on est, admettons au XVIIIe siècle. Enfin, on n'aurait pas 20 degrés, mais pour l'exemple. Et donc on a des murs qui sont posés à même le sol et il y a des remontées capillaires, ce qu'on appelle l'humidité ascensionnelle, des remontées capillaires, c'est-à-dire de l'eau qui va remonter dans ces murs-là. Mais bon, elle est tout à fait en capacité de s'échapper. De la même façon, les sols, eux, intérieurs et extérieurs, sont capables de purger leur humidité. Donc tout ça fonctionne pas mal. Et là, c'est la rénovation, alors qui n'est pas vraiment faite dans l'esprit où nous on le conçoit,
Mais on a fait un sol asphalté dehors pour faire propre, un enduit ciment extérieur, des enduits ciment souvent intérieurs, plus des laines de verre, des pare-vapeurs, placo, des dalles béton sur polyane. Enfin bref, tout un panel de matériaux qui en aucune manière fonctionneront avec le bâtiment, puisqu'ils ont des caractéristiques techniques qui sont fondamentalement différentes. À savoir que, pour le coup, c'est des matériaux qui ne savent pas gérer de l'eau. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une pression hydrique dans les sols qui va augmenter, puisque l'eau arrive toujours à pénétrer, hein, mais elle n'arrive pas à s'évaporer. Donc, une pression qui va augmenter et qui va se traduire en fait par une altération du mur et souvent des abous. Hein. Dans ce genre de configuration-là, ce qu'on retrouve souvent, c'est les abous de poutre qui sont complètement blettes, quoi, pourris. Et parce que tous les transferts vont s'effectuer sur les matériaux les plus poreux. Dans tout système constructif, il faut un martyr. Il faut quelque chose qui va encaisser les contraintes. Donc là, en l'occurrence, c'est la poutre, l'élément le plus fragile. Donc voilà. Quand moi je visite une maison comme ça, c'est un des premiers trucs que je vais vérifier. L'état des poutres. Parce que c'est ça, parce que ça va engendrer aussi des coûts de travaux qui vont être importants. De les changer. Donc voilà, la diapo n'est pas bien passée là, mais bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. En gros, cette diapo-là, c'est la même photo, hein, mais à la caméra thermique. Ici, la casserole que vous voyez ici, on la retrouve là. Donc là, c'est juste, il y avait une réserve d'eau pluviale à l'opposé de ce mur qui a débordé un peu tout l'hiver. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on voit le mur est moiré ici, un peu piqué en bas. Donc des altérations, des moisissures. Le mur, il est très humide. Et ce qu'on remarque à la caméra thermique, c'est que ça a une grosse influence sur la thermique du mur. C'est-à-dire que la température de surface du mur, on voit bien dans l'endroit le plus humide là-bas, on est autour de 11 degrés, quoi. Alors que dans un fonctionnement normal, quand il est sec, on va être plutôt à 17, 18 degrés, quelque chose comme ça. Alors tenez pas compte du rouge, c'est le soleil qui frappe le mur, hein, qui chauffe le mur. Donc c'est pas, là aussi, c'est pas normal, quoi. Mais c'est pas un fonctionnement normal. Donc voilà. Donc de la même façon, je vais très vite là-dessus. Ça c'est pareil, c'était le parc naturel de Touraine qui avait fait ça, je crois. C'est en gros le caractère isolant, plus la courbe est basse, plus le matériau est isolant, en fonction de la saturation en humidité. C'est-à-dire que plus un matériau est humide, moins il est isolant. C'est ça que ça veut nous dire, cette courbe-là, tout simplement. Il faut, juste pour vous donner un ordre d'idée, alors c'est une moyenne, hein, parce que d'un caillou à l'autre, c'est pas la même, mais il faut à peu près 2 fois plus d'énergie pour chauffer 1 mètre cube d'eau qu'un mètre cube de caillou. Donc si votre mur il est humide, il sera d'autant plus dur à réchauffer, quoi. 2 fois plus, a priori, enfin en moyenne. Voilà, pareil, de la même façon, un isolant, c'est exactement la même chose, hein. Même un isolant qui est humide, c'est un isolant qui ne fonctionne pas, quoi. Ce qu'on appelle un isolant, en réalité, c'est une matrice qui... Enfin, c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est une matrice qui emprisonne de l'air sec. Et du coup, s'il est humide, ça ne marche plus. On voit, vous voyez, la ouate de cellulose, par exemple, si elle est humide, elle est 12 fois moins isolante, quasiment. C'est pas rien, quoi. Donc la gestion de l'eau, pour nous, c'est le fil rouge. En bâti ancien, si on ne gère pas l'eau, on peut dépenser autant d'argent qu'on veut, on n'aura pas un bâtiment qui sera confortable, pérenne et économe, quoi. Donc voilà une autre notion sur laquelle nous on s'appuie beaucoup, c'est les effets de parois froides et par extension les effets de parois chaudes. À savoir que la température que vous ressentez dans une pièce, indépendamment d'autres facteurs, hein, mais c'est juste pour visualiser un peu les choses, c'est souvent on dit la moyenne entre la température de l'air et la température de surface des parois. Donc c'est-à-dire que si vous avez des parois très froides, comme celle qu'on voyait à la caméra thermique tout à l'heure qui était humide, hein, à 11 degrés, vous allez devoir chauffer beaucoup pour avoir l'impression d'être bien. Vous allez chauffer l'air à 23, 25, 26 degrés. Donc tout ça, ça a un coût énorme. Donc voilà. Donc nous, on travaille beaucoup. Ça, c'est pas du tout des questions d'isolation. C'est des questions des matériaux de surface. C'est-à-dire indépendamment de l'isolation. On peut aller dans une maison qui n'est pas du tout isolée, où à 17 degrés, on va être en t-shirt. Et on peut aller dans une maison très bien isolée, où à 22 degrés, on a besoin d'un petit pull. C'est la notion de confort thermique et la notion d'économie d'énergie ne sont pas forcément corrélées.
Voilà, et justement, tout ça est lié à l'effusivité thermique des matériaux, c'est-à-dire à la capacité des matériaux que vous allez mettre en finition à échanger des calories avec leur environnement. Si vous mettez des choses... Vous voyez bien, un morceau de marbre, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement froid, quoi. Donc là, vous aurez froid. Si vous avez le carrelage, par exemple, si vous n'avez pas de plancher chauffant, si vous avez du carrelage au sol, il y a de fortes probabilités pour que vous ne marchiez pas pieds nus l'hiver, quoi, dans votre cuisine, dans votre salle. Le carrelage, c'est génial au Maroc, hein. Il fait 56 degrés dehors, hein, vous allez au hammam, ça fait du bien. On n'est pas encore au Maroc. Ça vient, mais pas tout de suite encore. Voilà. Et une autre notion importante qu'on néglige pas non plus, c'est l'effet de site. C'est-à-dire que on ne peut pas s'exonérer d'une contextualisation quand on travaille un projet thermique, de mon point de vue. Puisque vous voyez bien, là c'est une carte des vents, des puissances de vent. Donc vous voyez bien que vous n'avez déjà pas du tout les mêmes écosystèmes si vous vivez à la pointe de Roscoff ou si vous vivez au Palais. Enfin, c'est pas du tout la même thermique, quoi. Et donc ça, et de la même façon, vous n'aurez pas les mêmes conditions si vous vivez dans le village, les maisons toutes accolées les unes aux autres, ou si vous vivez en site isolé en haut d'une montagne, par exemple. Donc il est important de prendre en considération l'effet de site. On ne va pas s'attarder trop sur cet aspect-là, mais à mon avis, c'est un facteur de performance qui est très souvent négligé. L'implantation de haies plein ouest, par exemple, c'est une hyper bonne stratégie qui crée des réelles économies d'énergie pour un coût qui est hyper négligeable et des externalités positives qui sont très nombreuses, quoi, pour la biodiversité, pour la gestion des eaux, le microcycle de l'eau, tout ça. Voilà. Et voilà. Et l'inertie, voilà une notion en thermique, hein, qu'on utilise pas mal. Alors nous, on a beaucoup d'inertie en bâti ancien. Malgré tout, ce n'est pas de l'inertie qui est très favorable, c'est de l'inertie qui est en périphérie. Il faudrait mieux de l'inertie au cœur du bâtiment. Souvent on dit oui, mais mon mur fait 80 cm, mais donc j'ai pas besoin d'isoler. C'est pas tout à fait vrai, parce que si on regarde un mur de 80 cm en granit dur, hein, est moins efficace que 2 cm d'isolation moderne, quoi. Donc il y a un peu de parcours. Ce que je vous disais, c'est important parce qu'il faut préserver ces bâtiments-là. Et je ne suis pas sûr que dans 20 ans, il y a beaucoup de gens qui pourront encore s'offrir 2000 litres de fuel tous les hivers, quoi. Donc voilà, et des notions importantes, c'est ce que je vous disais dans la gestion de l'humidité, c'est juste pour vous donner des petits rappels sur des mots que j'ai déjà dit, mais c'est des concepts qui sont importants de comprendre. C'est-à-dire, c'est la notion de capillarité, c'est ce que je vous disais. Donc capillarité, vous voyez, hein, c'est vous trempez le sucre, hein, dans le café et vous voyez bien le sucre monte dans le café. Et l'autre notion, pardon, juste après, c'est l'hygroscopicité. Donc là, c'est plutôt les transferts de vapeur d'eau. Donc ça, vous le voyez, c'est beaucoup moins facile à matérialiser parce que vous ne le voyez pas. Mais en gros, c'est la vapeur d'eau qui va passer là dans ce qu'on appelle des capillaires, hein, donc la porosité d'un matériau en fait, hein, et la vapeur d'eau passe au travers. Un mortier de terre ou un mortier de chaux, par exemple, est hygroscopique, quoi. C'était juste pour aborder ces points-là vite fait. Voilà, on peut passer vite fait celle-là. Donc voilà, et voilà la stratégie de régulation de l'humidité, je vous l'ai dit, mais je le répète, hein, c'est le nerf de la guerre en bâti ancien. Et ça peut paraître très abstrait, c'est Proclimat qui disait ça, c'est des fabricants de membranes, de produits de bâtiment en gros. Il faut toujours que la capacité de séchage soit supérieure à la charge d'humidité. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait plus d'eau qui sort que d'eau qui rentre. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et donc s'il y a trop d'eau à rentrer, on va aller vers des stratégies de blocage. S'il n'y a pas assez d'eau à s'évaporer, on va essayer d'optimiser l'évaporation. On va voir un petit peu après comment ça se traduit. Donc voilà, les stratégies d'intervention. Hop. Donc voilà, hein, des bâtiments qui peuvent être très humides. Vous êtes dans la partie sèche de la Bretagne. Il y a des endroits où c'est un peu plus costaud. Là, c'était ça. Donc là, oui, un mur qui présente pas mal de pathologies humides. Là, il est bien évident qu'on ne peut pas isoler. Il y a des petits travaux à faire avant. Parce qu'il ne suffit pas juste de mettre un petit peu de produit anti-fougère pour s'en sortir là. Ça va être un peu plus compliqué.
Donc voilà, c'est des phénomènes qui sont quand même normaux, c'est-à-dire que vous avez de la remontée capillaire dans toutes ces configurations. Là, on retrouve des éléments qui vont, par rapport à ce que je vous ai montré avant, par exemple les sols asphaltés, quoi. Vous retirez un sol asphalté en pleine canicule au mois de juillet, il y a fort à parier que le sol en dessous est détrempé, hein. Même si tout autour, là où le sol est à découvert, il est sec, là, il n'y a pas assez de contact avec l'air. Ce qu'on voit d'ailleurs, hein, vous voyez bien, hein, on a un écosystème qui s'est mis en place, là, hein, on a des mousses et tout. Hein. Ouais. Et donc on retrouve la partie basse du mur qui présente deux altérations. La première, c'est la présence blanche, un peu le voile blanc que vous voyez, c'est la présence de salpêtre. Et on voit que les joints, pourtant ce n'est pas des joints ciment, c'est des joints en terre, hein, mais ont disparu, un petit peu sur la partie basse. C'est un phénomène normal, hein, mais qui a été amplifié par le fait qu'on a des sols qui sont étanches. Donc c'est le mur qui sert de zone d'évaporation à l'eau, donc d'altération. Et là, on est typiquement dans le schéma que je vous montrais tout à l'heure, des années 70, où on a un mur de pierre qui est enduit ciment, la dalle ciment avec polyane, et puis le placo, laine de verre, tout ça. Donc là, vous voyez la pierre qui change de couleur. Ça veut dire que les transferts hydriques, ils se font par la pierre. Vous imaginez qu'il faut un peu de pression quand même pour faire passer de l'eau à travers un morceau de granit, quoi. Mais parce que le joint est plus dur que la pierre, donc c'est plus facile pour l'eau de passer à travers la pierre. Plus le différentiel est important, plus les altérations vont être importantes. Ce qu'on voit ici d'ailleurs, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, vous voyez la pierre, hein, le maçon n'est pas venu poser son joint en lévitation. Et donc, il l'avait posé à fleur de la pierre, mais la pierre progressivement disparaît, comme ici, c'est pareil. C'est-à-dire que la pierre devient plus tendre que le joint. Donc c'est la pierre qui sert aux échanges. Et c'est la pierre qui s'altère. Donc pourquoi cette pierre-là, là on voit il n'y en a qu'une, bah, dans un lot de pierres, c'est jamais complètement uniforme. On a une pierre qui est un peu plus poreuse ici, et du coup c'est elle qui trinque pour tout le monde, quoi. Hop. Donc voilà, hein, pareil sur là c'est de la bauge, de la terre. Il y en a un peu dans le nord du département ici. Mais voilà, c'est exactement la même chose, c'est une altération, ce qu'on appelle une alvéolisation, c'est-à-dire une déstructuration de la matière, quoi, à cause de l'eau. Et puis ça nous amène ce genre de petits copains là, ça c'est une mérule, une efflorescence de mérule. Donc, voilà. Là c'est pareil, ça a été l'OSB, donc le bois là que vous voyez derrière, c'est pas vraiment du bois en termes de comportement, c'est relativement étanche. Et donc bah, pour se prémunir de l'humidité, la personne a mis ça contre le mur, mais on ne bloque pas l'eau. On peut la canaliser, la drainer, mais on ne peut pas la bloquer. Donc là, bah, voilà ce qui s'est passé, quoi. Donc, comment on fait avec tout ça? Bah, la première chose, alors ça peut paraître un peu stupide, mais je vous assure que le nombre de cas où on voit ça fait que c'est un peu redondant, hein. Mais c'est l'évacuation des eaux de gouttière. C'est une base. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de maisons où voilà, la gouttière, même au pied, hein, là, bon, là j'ai pris les exemples extrêmes où ça coule sur le mur, mais même si vous collectez l'eau sur 100 mètres carrés de toit et que vous amenez tout sur 1 mètre carré de maçonnerie, bah, ça fait trop, quoi. Donc voilà, on a des systèmes de drainage. Donc là, une canalisation drainante. Des systèmes, on joue aussi sur les terrassements, c'est-à-dire qu'il est bien évident que il est bien préférable que votre maison soit sur un îlot plutôt qu'au fond d'une cuvette, si vous voulez lutter contre l'eau. Donc des fois, c'est des petites opérations, c'est pas toujours des... Il y a des choses beaucoup plus simples que ça, hein, c'est le talus et le fossé, hein. Vous avez une idée de combien de linéaires de talus et de fossés ont disparu entre les années 50 et les années 80 en Bretagne? 40 000 km. Talus et haies boisées, c'est 290 000. Entre 50 et 85. Donc ça fait 8 fois le tour de la planète, hein, juste en Bretagne, hein. Et donc, bah, ça peut être bien d'en refaire. Mais voilà. Quelle est la durée de vie d'un drain? Un drain, s'il est bien fait, ça peut être très long, s'il est fait comme ce qu'on préconise aujourd'hui avec géotextile. Et on retrouve des drains romains, hein. Alors c'est pas du tout les mêmes typologies, ils ne sont pas fabriqués tout à fait pareil. Mais on retrouve des drains romains, donc des drains qui ont 2000 ans, quoi, et qui fonctionnent encore. Est-ce que le problème c'est la végétation, c'est des racines? Ouais, bah c'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise des géotextiles pour se prémunir de ça, pour limiter, quoi.
Après, c'est des technologies qui enfin, telles qu'on les fait aujourd'hui, c'est trop récent pour qu'on puisse avoir une vision. De fait, souvent, ils ne sont pas très bien faits. Soit par un manque de formation des entreprises qui réalisent ce genre d'ouvrage, soit des fois par souci économique, en fait. C'est un truc qui ne se voit pas. Si vous dites aux clients, si moi je suis une entreprise, hein, si je vous dis bah, ça va coûter relativement cher, mais c'est ça qui va conditionner la qualité du bâtiment après, mais ça ne se voit pas. Les gens ils sont prêts à mettre très cher dans la faïence qu'ils vont mettre en finition, mais dans ce qui ne se voit pas, c'est beaucoup plus dur à faire intégrer. Pourtant, c'est ce qui ne se voit pas qui va déterminer ce qui va tenir dans le temps. Jamais en dessous de la fondation, ça c'est très important. Et après, là je vous le présente rapidement, je pourrais vous parler de ce schéma pendant une journée. Parce qu'en fonction des conditions, ça c'est un schéma de drainage, il ne sera pas valable partout. Il est valable dans certains cas. C'est un drain, en l'occurrence, celui-là qu'on qualifierait de fermé. Donc typiquement, c'est le genre de drain qu'on va faire si on a une route par exemple ici, ou si on a un champ en pente et qu'on n'a pas accès... Enfin, on ne peut pas aller faire un talus plus loin ou quelque chose comme ça. Donc le géotextile, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4, ouais. Le but du géotextile, c'est d'éviter en effet la migration des particules fines et les racines, les choses comme ça. Le but, c'est plus il y a d'air ici, plus par phénomène d'osmose, les sols qui sont très humides vont se purger vers les zones plus aérées, quoi. C'est un phénomène d'osmose normal. Voilà, de la même façon, on va désolidariser les sols, on va souvent les ventiler, les sols intérieurs. Je vous montrerai quelques photos tout à l'heure. Voilà, et c'est pas nouveau, hein, ça. C'était un hérisson, donc la partie de cailloux. Ça, c'est un schéma de Vitruve, architecte de Jules César. Donc c'était pas hier, quand même. Et il faisait déjà ça, avec du charbon, lui, en l'occurrence. Hop. Des mécanismes aussi pour lutter contre les remontées capillaires à partir des champs magnétiques. Ça marche très très bien dans certains cas. C'est rarement utilisé sur des projets de particuliers. Par contre, j'ai déjà vu relativement souvent sur des bâtiments religieux, par exemple, des églises, des choses comme ça. Les églises sont souvent sur des lieux relativement humides en Bretagne, puisque c'était souvent sur des lieux de culte païens qui étaient souvent liés à l'eau. Et du coup, on a souvent beaucoup de problèmes à gérer ces endroits-là. Et donc, c'est des mécaniques qui fonctionnent plutôt pas mal. En gros, ça joue sur le fait que l'eau a une polarité électrique, du fait qu'elle a des anions, des molécules, si vous voulez, à l'intérieur qui sont polarisées. Et on joue là-dessus. On ne comprend pas toujours très bien comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. C'est un procédé assurable. C'est une bobine Je vous en prie. Pardon ? En gros, si vous voulez, l'idée c'est, je vous le schématise beaucoup, mais c'est, on fait passer un câble autour de la maison, on capte le champ magnétique terrestre et on l'envoie dans un boîtier qui a un inverseur de polarité. Donc on capte le champ magnétique terrestre qu'on voit ici sur la sinusoïde là, et on renvoie dans le sol un champ magnétique inversé, quoi. Et ça annule le champ magnétique. Donc c'est une bobine en fait. Ouais, ça. Ouais, c'est un système de bobinage, ouais, complètement. Ouais. Mais voilà, c'est des procédés qui coûtent cher. C'est rare qu'on mette ça chez des particuliers, mais ça peut arriver. Et puis enfin, mais là on n'est plus sur de la gestion à la source des problèmes d'humidité, on est plutôt sur de la gestion des symptômes, quoi, des problèmes que ça va générer. On a des enduits qui sont, alors ce qu'on dit des fois, même si c'est un petit peu abusif, qui sont basés sur des enduits romains un peu. Les Romains maîtrisaient pas mal de formes d'enduits, notamment ceux-là, les enduits pouzzolaniques ou chamotés, donc qui permettent de lutter contre les remontées capillaires, quoi. Enfin contre les symptômes en tout cas, de bloquer les selles et d'empêcher les dégradations qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. Rapidement, les sols, comment on traite les sols? Donc, je vous l'ai dit, on pose souvent les sols sur ce qu'on appelle un hérisson, donc un lit de cailloux, puisqu'on travaille, nous, principalement des sols qui sont perméables, pour éviter le problème que je vous expliquais tout à l'heure. Nous, ce qu'on cherche, c'est que la vapeur d'eau puisse s'échapper, puisse passer à travers le sol. Du coup, on fait des dalles de chaux. Le problème, c'est que la chaux, c'est un matériau très capillaire, donc c'est une éponge.
si vous posez la chaux à même le sol, elle va se gorger d'eau. Donc on est obligé de se désolidariser un peu du sol, d'où le hérisson. Et aujourd'hui, on peut avoir des stratégies thermiques sur ces éléments-là, c'est-à-dire le hérisson qui était habituellement plutôt un lit de cailloux, de gros cailloux. On va utiliser des matériaux isolants pour gagner en performance énergétique. Aujourd'hui, tout plaiderait plutôt pour ce matériau-là, qui s'appelle, mis à part c'est le nom commercial, c'est de la mousse de verre expansée, donc du verre recyclé, du verre qui est mis à bouillir un peu. Donc c'est très consommateur de carbone, par contre c'est indestructible après. C'est un matériau très très solide. On pose des maisons aujourd'hui entières là-dessus. Donc voilà. Voilà, la chaux, c'était juste pour faire un petit point très rapide. Donc, je vous l'ai dit, on fait plutôt des dalles en chaux, nous, parce qu'elles sont perméables à la vapeur d'eau. Ça a d'autres aspects intéressants, notamment l'empreinte carbone qui est bien inférieure à celle du ciment. Pour une raison simple, c'est que la chaux, c'est du calcaire, c'est ACO3, qui est brûlé. Pardon. Dans l'autre sens, qui est brûlé pour obtenir de la chaux vive. Ce que vous voyez dans les champs, là, ils en mettent un petit peu en ce moment, ils en remettront au printemps. Et chaux vive, que les anciens, ils fonctionnaient comme ça, à partir de chaux vive, qu'ils éteignaient pour faire de la chaux éteinte. Avec ça, on fait un mortier, et le mortier fait une prise chimique qu'on appelle la carbonatation, quand la chaux durcit, quoi, en gros. Et ça nous redonne du calcaire. Donc on parle de cycle de la chaux, puisque le calcaire va redonner du calcaire en fin de cycle. Et lors de la carbonatation, elle fait sa prise avec du CO2 atmosphérique. Donc elle baisse son empreinte carbone un petit peu. Ce qui n'est pas le cas du ciment. Voilà, c'est très rapidement. Donc voilà. Donc la chaux, on peut faire des bétons de chaux complètement normaux, enfin comme un béton de ciment, si vous voulez, avec du gravier et du sable. On peut aussi faire des dalles de chaux isolantes avec des matériaux. Alors attention, que des matériaux imputrescibles quand on est au sol. Ça a été la mode à une période de faire des dalles chaux chanvre. Je vous invite surtout à éviter ce genre de truc. Ça peut poser des gros problèmes. Si c'est mal fait ou s'il y a un souci. Donc voilà, du liège en vrac. C'est un végétal mais qui est imputrescible, le liège. De la bille d'argile, du pouzzolane ou du schiste expansé. Voilà, c'est les principaux. Il y en a d'autres. Bon, voilà, on peut passer vite là-dessus, c'est ce que je viens de dire. Donc voilà. Et le choix du revêtement de sol qui est important aussi. Parce que, il doit être compatible avec le reste du sol qu'on a fait. C'est-à-dire si vous avez fait un sol qui est perméable à la vapeur et que vous mettez un lino PVC par exemple dessus, c'est un sac plastique, donc vous venez de tout enfermer. Donc il faut que ce soit perméable et il faut aussi réfléchir, ce que je vous disais, aux températures de surface des matériaux. C'est important. Là, je vous ai mis 3 exemples qu'on tolère, qu'on accepte dans le bâti ancien. La terre cuite, la pierre naturelle ou du parquet. La pierre, c'est froid. Là, vous aurez un sol qui est froid. Donc vous marcherez pareil, pas pieds nus. Vous mettrez des chaussons ou vous mettrez des tapis pour éviter les effets de parois froides. À moins d'avoir un plancher chauffant en dessous, bien évidemment. Donc voilà, des matériaux plutôt chauds et qui respirent. La pierre ne respire pas beaucoup, mais c'est par les joints qu'elle respire. Voilà. Des sols plus modernes aussi. Alors, ça c'est les sols en terre. Moi, je les conseille quand même pas dans les pièces de vie qui subissent des contraintes fortes. C'est plutôt pour des chambres ou des pièces secondaires où il y a moins de contraintes, parce que c'est des sols qui sont très fragiles. C'est très joli, mais c'est très fragile. Il y a aussi des alternatives en chaux plâtre, des choses comme ça. C'est des choses qui tendent à se développer pas mal, ces filières-là. Mais il faut développer la compétence derrière, parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'artisans qui sont compétents pour faire ce genre d'ouvrage. Et par contre, voilà, les revêtements de sol qu'on va exclure, du fait que voilà, le carrelage grès cérame, c'est un matériau qui est complètement étanche. C'est pour ça qu'on l'utilise en salle de bain aussi.
Mais ça, si on met ça sur le sol, ça va à l'encontre de la stratégie qu'on a menée en mettant des matériaux perméables. Et le lino PVC, bah pareil, c'est du plastique. Hein. Et puis maintenant, c'est aussi tous les sols stratifiés. Quand vous achetez un parquet stratifié, il n'y a pas énorme de bois dedans. Il y a beaucoup de plastique, mais il n'y a pas beaucoup de bois. Donc ça ne respire pas. Voilà. Stratégie d'intervention thermique. Donc voilà, sur les sols, juste pour rappel, ça revient un peu à ce que j'ai dit, hein, on peut avoir différentes façons d'isoler, soit dans le hérisson, sous la dalle, soit sur la dalle avec des panneaux de liège, là en l'occurrence, voilà, pareil sur la dalle, et voilà, avec des caractéristiques un peu différentes, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais on peut avoir des sols à forte inertie, c'est le cas là, hein, on a tout ce volume-là de matériaux qui est dans l'espace isolé, donc de la masse, et des sols à très faible inertie. Là, vous n'avez plus que le parquet, donc quelque chose qui n'emmagasine pas la chaleur. Et voilà, ça peut rentrer dans des stratégies, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais on peut avoir des réflexions. Des complexes de sol, on peut en dessiner des centaines peut-être différents, qui vont correspondre à des situations très précises, quoi. Hop. On ventile souvent sous la dalle pour soit évacuer l'humidité s'il y a beaucoup d'humidité, soit aussi pour les problématiques de radon. On est, vous l'avez sur les cartes géologiques qui sont juste là-bas, il y a la carte géologique de la Bretagne. On est sur l'ancien massif armoricain, donc au cœur de la montagne. Hein. Faut imaginer, il y a quelques centaines de millions d'années, c'était les Alpes ici. Et le granit, en se décomposant, émet un gaz radioactif qu'on appelle le radon, et il est important de traiter aujourd'hui. Il y a plus de morts du radon en France par an que de morts sur la route. On ne se rend pas compte. Hein. Voilà. Je plombe un peu l'ambiance. Voilà. Voilà, on peut isoler, c'est ce que je vous montrais sur le schéma, on peut isoler sur la dalle ou sous la dalle d'ailleurs, avec des panneaux de liège expansés. C'est un matériau qui est bien pratique parce qu'il est imputrescible, c'est un isolant qui est relativement performant, qui permet de faire des planchers chauffants, des choses comme ça sur les sols tels que nous on les préconise. C'est une ressource qui est de plus en plus rare, par contre, le chêne liège. Hein. On consomme un peu plus vite qu'il se renouvelle. Donc voilà, encore des petits problèmes de gestion de ressources. Et voilà, et puis juste voilà, juste un petit mot pour dire de faire attention aux jonctions. C'est les ponts thermiques dans le bâti. Le bâti ancien de base, hein, avant que vous travailliez dessus, avant que vous l'isoliez, il n'y a pas de pont thermique. Un pont thermique, c'est un différentiel. Si vous n'avez pas d'isolation, vous n'avez pas de pont thermique. Parce que vous n'avez pas de différence. En isolant, vous allez générer des ponts thermiques qui vont eux-mêmes générer des problèmes de pathologie après, du bâtiment. Donc on essaye de les limiter au maximum. Et là, en l'occurrence, il y a souvent des ponts thermiques sur les jonctions. Donc les jonctions mur-sol, par exemple. Donc là, voilà, c'était juste pour vous dire ça. On voit un morceau de liège là qui sert de rupture de pont thermique et de rupture de capillarité aussi. Empêcher l'humidité de revenir dans la dalle. Notre dalle est une éponge, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les murs, donc pareil, hein, nos murs sont... Ah, juste une petite aparté, oui, pour concevoir, parce que ça aussi les gens ne se rendent pas compte des fois. On peut avoir des matériaux... la taille de la molécule de vapeur d'eau, d'eau n'est pas la même si elle est sous forme de vapeur ou sous forme liquide. Donc on peut avoir des matériaux qui sont étanches à l'eau liquide et perméables à la vapeur d'eau. C'est pas incompatible. L'huile de lin, par exemple. L'huile de lin est hydrophobe, quoi. Si vous posez de l'eau dessus, ça déperle, quoi. Mais par contre, elle laisse passer la vapeur d'eau. Voilà, petit aparté. Voilà, donc ce qu'on va chercher, ça correspond un peu au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. C'est des murs, nous, le mur ancien, c'est un mur qui peut prendre l'eau. C'est-à-dire que l'enduit extérieur, par exemple, est un enduit à la chaux, qui va boire l'eau quand il pleut beaucoup. Par contre, dès qu'il y aura un rayon de soleil, dès qu'il y aura un coup de vent, l'eau va s'évaporer. Et c'est ce que nous, on va rechercher, c'est-à-dire d'avoir des cycles. Dans l'idée, dans les années 70, quand on a
massifié l'usage du ciment pour les enduits. L'idée, c'était d'empêcher l'eau de rentrer. Cela dit, un enduit ciment en extérieur, au bout de quelques années, il est micro-faillancé, quoi. Vous ne le voyez pas forcément à l'œil, mais l'eau rentre quand il pleut. Par contre, elle ne peut pas sortir. Donc c'est un peu le vase sous le goutte à goutte de l'évier, quoi. Il y a un moment où le vase il est plein, quoi. Et il ne se vide pas. Donc la teneur en eau du mur va monter jusqu'à générer des dégâts. Donc on va éviter ça. Un autre phénomène important dans les murs, c'est ce qu'on appelle l'effet de mèche. Donc en gros, votre mur fonctionne un peu comme une lampe à pétrole, quoi. Si vous coupez la mèche, ça ne marche plus. Donc il faut qu'il y ait une continuité pour la vapeur. Donc vous voyez, tout ça pour dire, c'est par exemple la technique des années 70 et qui a encore lieu aujourd'hui, hein, c'est de se dire, on ne va pas se poser contre le mur, on va s'éloigner du mur, comme ça on n'a plus de problème d'humidité. Ça ne marche pas très bien en fait. C'est juste on repousse. On voit bien aujourd'hui, on démonte ce qui a été fait dans les années 70-80, on voit comment ça a vieilli et en général c'est pas super propre, quoi. Donc il faut maintenir la continuité capillaire. Tac. Pardon. Tac, et voilà, et ça c'est exactement... Bon, il y a plusieurs stratégies d'isolation des murs en bâti ancien. Les murs c'est le plus dur, hein. C'est là où la prise de risque elle est la plus grande. On peut faire des bêtises. Les stratégies thermiques des anciens, des bâtisseurs de ces maisons-là, était simple, ils faisaient juste de la correction de température de surface. En gros, ils masquaient la pierre. Là, c'est ce que vous voyez à la caméra thermique, ce qu'on a regardé. Dans une maison en octobre 2007, une maison non chauffée, on prend les températures de surface des matériaux. Et vous voyez, sur un enduit chaud-chanvre, là, chaud-chêne-vote, on a 17 degrés de température de surface. Sur le caillou en granit qu'on a voulu laisser apparent, on n'est plus qu'à 11 degrés. Les anciens, ils ne vivaient jamais avec la pierre apparente, hein. Ils savaient qu'ils ne passaient pas l'hiver. Là, vous voyez, vous avez des deltas de 6 degrés. On est quand même mieux à 17 degrés qu'à 11. Donc voilà, des enduits terre, des enduits chauds, du éparement bois, ce qui s'est fait, vous voyez, les lambrissages dans les maisons de maître ou maisons de notaire, vous voyez, avec tous les lambrissages, c'était la stratégie, hein, c'était avoir des températures de surface plus chaudes. Donc ce qui était fait aussi au Moyen-Âge, les tapisseries, tout ce qui est tapisserie, ça relevait aussi de cette stratégie-là, hein, d'avoir des choses un peu plus chaudes en surface. Donc voilà, donc ça c'est une stratégie qui était bien à l'époque, je pense qu'elle est un peu insuffisante aujourd'hui, enfin ça isole pas assez. Par contre ça amène beaucoup de confort thermique, donc en complément d'isolation, ça peut être une bonne stratégie. Hop. Le traitement des surfaces, je ne vais pas appesantir là-dessus, mais c'est pas parce qu'on a un enduit chaud, par exemple, qu'on a une température de surface intéressante, ça dépend comment on le traite. Parce que par exemple, je vous parlais du Maroc tout à l'heure, si vous allez au Maroc, ils font beaucoup de tas de lacs ou de stuc là-bas. Donc des enduits très très serrés comme du marbre, hein, lisse comme de la peau de bébé. Et c'est des enduits qui sont très très froids. Très très froids. Mais c'est ce qu'ils veulent au Maroc. Nous, il faudrait plus dans nos régions des enduits assez texturés, pour avoir des températures de surface plus importantes. Plus un enduit est texturé, plus la surface d'échange elle est importante avec l'air. Vous voyez un petit peu la surface développée, vu qu'il y a plein de grains, c'est comme un drap que je pourrais tendre. Donc c'est-à-dire que pour 1 mètre carré d'enduit, en fait, j'ai 2 mètres carrés d'échange, par exemple. Alors que plus un enduit va être serré, lissé, plus il va être lisse, moins il y a d'échange avec l'environnement. Tac, voilà, tout ça pour dire, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'effet de mèche, c'est-à-dire que toute la migration de la vapeur, tous les échanges vont bien se faire dans ces complexes-là. Donc un enduit chaud-chanvre par exemple ou un enduit terre. Tac, donc voilà, les enduits isolants. Il y a plein de techniques de mise en œuvre de ces enduits isolants. Aujourd'hui, on a des techniques qui commencent à être intéressantes d'un point de vue performantiel. Là, on voit de la projection machine, par exemple, de chambre. Hein. C'est des techniques qui fonctionnent très très bien. Voilà, avec plein de qualités, mais je ne vais pas m'appesantir sur tout ça. Donc voilà. On peut imaginer isoler avec des techniques plus contemporaines, c'est-à-dire avec des isolants rapportés et des doublages, hein,
comme sur les schémas. Ce qui est important dans cette configuration-là, c'est des enduits d'interface. C'est très important, ça, pour garantir un bon effet de mèche dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la vapeur d'eau va aller vers dehors assez vite. Donc des enduits qui sont souvent pas faits, parce que pareil, ça a un coût. Hein, ce que je vous disais, souvent on préfère s'éloigner et laisser une lame d'air, mais ça marche pas très bien. Donc voilà, des choses qui fonctionnent comme ça. C'est les techniques les plus performantielles, hein, sur lesquelles on a les meilleures performances. Attention quand même, c'est aussi les plus risquées. Moi, je vous inviterai à ne pas dépasser une résistance thermique de 3, donc en gros 10-12 cm d'isolant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Hein. Si vous voulez vraiment aller vers plus, vous pouvez y aller, mais tâchez d'être accompagné par des gens très compétents. Parce que plus on va vers des niveaux de performance importants, plus les risques sont grands. Parce que vous allez créer, vous vous souvenez des ponts thermiques dont on parlait tout à l'heure, hein, des différentiels d'autant plus importants que vous allez isoler de façon importante, quoi. Donc ça peut générer des dégâts, quoi. Des effets de concentration de flux. Donc là, il faut trouver vraiment des gens compétents si on veut passer au-dessus. Vous avez les points info énergie qui peuvent probablement vous aider, déjà, dans un premier temps. Donc voilà, les isolants qu'on va utiliser en bâti ancien sont tous quasiment des biosourcés. Donc des isolants écolos, un peu, si on veut résumer un peu rapidement. Pour des raisons techniques, c'est les seuls isolants, c'est parmi les seuls isolants en tout cas, qui sont hygroscopiques et capillaires, donc qui sont en capacité de gérer de l'eau sous forme de vapeur et ou sous forme liquide. Donc, et c'est des isolants qui ont probablement, s'ils sont bien mis en œuvre, comme toujours, des durées de vie qui sont bien supérieures à d'autres. Donc c'est sûr, c'est les plus chers quand vous sortez du magasin. Par contre, au bout de 10 ans, c'est peut-être devenu les moins chers. Hein. Parce que la laine de verre, par exemple, si vous isolez un mur de pierre avec de la laine de verre, c'est probablement l'isolant le plus cher du marché, quoi. Alors quand vous sortez du magasin, vous ne le sentez pas parce que c'est le moins cher. Mais au bout de 3 ans, il est cuit, quoi. En pied de mur, il ne marche plus, quoi. Donc un isolant qui ne marche pas, c'est un isolant qui est cher quand même. Mais voilà. Donc tous ces isolants-là sont incapables de gérer de l'eau, donc pour nous, ils vont être incompatibles avec le bâti ancien. D'autant plus que nous, on a une asso de patrimoine, mais qui s'intéresse aussi aux notions de paysage et aux notions de territorialité. Et du coup, bon, c'est quand même pour tous là des produits qui sont extrêmement polluants et qui ne sont pas recyclables. Voilà. Et certains sont même mensongers. Enfin, je pense par exemple aux multicouches. Quand on vous dit que 2 cm de multicouches sont aussi efficaces que 20 cm de laine, pourquoi on n'en met pas partout alors? Voilà. Donc voilà, des petits points de vigilance rapidement. Hein, voilà, les ponts thermiques, c'est ici qu'on va les retrouver sur les murs. Les poutraisons, je vous ai dit, ça c'est une zone à risque énorme. Là où vos poutres rentrent dans les murs, ça, il faut bien valider ça. Et puis tout ce qui est famille des demi-murs, donc c'est-à-dire les allèges sous les fenêtres, vous voyez, ou souvent. Donc là, on a un mur qui est moins épais, donc forcément un pont thermique. Les ébrasements, la maison n'a pas été conçue pour être isolée, donc souvent on n'a pas la place là de mettre suffisamment d'isolant. Donc voilà. Des petits points singuliers. L'isolation par l'extérieur, c'est le même bâtiment. Nous, on est une asso de patrimoine, hein, donc bien évidemment, je trouve ça un peu triste de mettre un bardage en plastique sur une maison à pans de bois. Mais voilà. Après, sur le plan technique, on doit admettre que c'est des isolations qui fonctionnent très bien et qui présentent peu de risques d'altération des structures. Par contre, en termes de territorialité, de patrimoine architectural et de paysage, c'est une catastrophe, quoi. L'isolation des toits, enfin, c'est souvent une zone où vous allez pouvoir retrouver
trouver en tout cas des retours sur investissement qui vont être assez rapides. C'est un des facteurs majeurs de déperdition dans le bâtiment. Donc c'est des complexes qui sont relativement bien maîtrisés aujourd'hui, les isolations de toit, enfin sur le plan technique. Donc voilà, des charpentes qui n'ont pas spécialement été conçues pour être isolées. C'est le cas de celle-là. Celle-là, il y a déjà eu un peu de triche, je ne sais pas si vous voyez, les pannes sont très éloignées pour permettre d'avoir plus d'épaisseur dans l'épaisseur du toit pour pouvoir isoler. Hop. Donc les charpentes modernes, hein, c'est beaucoup moins charmant, mais par contre c'est beaucoup plus facile à isoler. Nous, nos charpentes n'ont pas été conçues pour être isolées. Merci. Il va falloir faire tout aussi attention aux éléments qu'on a déjà vus avant, donc c'est-à-dire les flux de vapeur et les flux de chaleur dans les isolations de toit. C'est-à-dire que vous avez des flux qui vont se faire dans les deux sens, en fonction de l'heure du jour ou de la nuit, de la saison, etc., etc. Et donc, il faudra veiller à plusieurs éléments, notamment la stratégie la plus sûre et la moins chère en général pour isoler, c'est ce qu'on appelle la toiture froide, donc c'est-à-dire vous isolez pas les rampants, vous isolez le sol du grenier. On a encore tous les bois d'origine qui sont apparents, donc ils peuvent respirer comme il faut. Donc on n'a rien de caché, donc ça vit plutôt bien. Et puis les surfaces sont d'autant moins importantes qu'on n'a pas les élévations, quoi. Voilà, donc avec différents matériaux, là il y avait de la laine, de la laine en vrac, de la ouate de cellulose, de la paille, des choses comme ça. Voilà, pardon. Donc voilà. On peut faire de l'isolation par l'extérieur en intervenant, j'entends par l'extérieur aujourd'hui. Donc voilà, avec là il y a des laines de bois, ce qu'on appelle le sarking en dessous, ou même du chaux-chanvre. Chaux-chanvre qui n'est pas le meilleur isolant en termes d'économie d'énergie, par contre qui répond bien à une notion qu'il faut avoir en tête quand on isole un toit, c'est la notion de confort d'été. C'est-à-dire que vous le voyez bien, l'enjeu il va vers là, on a de plus en plus de canicules tous les ans. Et je suis persuadé que vous avez tous été dans des combles où à 14h30 il fait 45 degrés là. Et d'autant plus qu'il doit faire chaud, ici on est Sud-Loire, il fait beaucoup plus chaud que chez moi je pense. Et du coup, il faut s'en prémunir. Ça. En général, quand vous rentrez dans une chambre comme ça, où il fait ces températures-là, à ces heures-là, on sait l'isolant qui est derrière. C'est soit du multicouche, soit de la laine de verre, soit de la laine de roche. Mais des isolants qui ne sont pas très compatibles. Pour vous donner un ordre d'idée, s'il fallait 20 cm en hiver, il faudrait un peu plus aujourd'hui. Mais s'il fallait 20 cm en hiver pour assurer les économies d'énergie, en laine de verre, en été, pour assurer le confort d'été, il en faudrait 80 cm. Ça commence à prendre un peu de place dans les combles. Donc là, encore une fois, c'est les biosourcés qui s'en sortent le mieux du fait de la structuration des fibres, la façon dont elles emprisonnent l'air en fait. Et du coup, par exemple, là, la laine de bois, c'est un super matériau pour ça, quoi, pour éviter les surchauffes d'été. Vous voyez l'isolation par l'intérieur, donc là, ce qui se fait très couramment en rampant. Donc là, attention bien à l'étanchéité des toitures, à bien gérer les poses de membrane, on verra juste après quelques poses de membrane. Mais attention, parce que là, on va venir enfermer des bois qui sont structurels, qu'on ne voit pas. Et il ne faudrait pas se retrouver dans la configuration où on a des caissons fermés, donc de l'obscurité, pas de renouvellement d'air, puisque l'air n'est pas circulant dans les isolants, c'est pour ça qu'on les met. Et puis de chaleur, et si vous rajoutez de l'humidité là-dedans, là c'est développement fongique assuré quand même, sur des bois structurels, donc il faut faire attention quand même. C'est quelque chose qui demande beaucoup de soin. Merci. Donc voilà, et puis là c'était juste pour vous montrer ces schémas-là, ils sont tirés d'un livre de Jean-Pierre Oliva, l'isolation thermique et écologique, et que je vous invite à le lire si ces questions-là vous intéressent, c'est un peu une des bibles dans le domaine. Et donc voilà ce qu'il nous montrait, surtout c'est la lame d'air sous la couverture. Alors, sous l'ardoise ou sous la tuile, c'est un peu plus la tuile ici. Donc sous la tuile. Donc déjà vous avez un matériau qui chauffe moins que l'ardoise au soleil, ce qui est pas mal. Et l'idéal c'est d'avoir une lame d'air circulante en dessous pour éviter aussi les surchauffes d'été et purger l'humidité.
C'est indispensable aujourd'hui. Et voilà, les petits points de vigilance sur les toits, c'est souvent, ce que je vous disais, la charpente elle n'a pas été conçue pour être isolée. Donc souvent on a des problèmes d'épaisseur, comme on va venir manger dans la... Enfin voilà, on est toujours sur des compromis. Faut avoir un peu d'intelligence, hein. Là on est sur un format rapide, mais il est évident que vous n'allez pas venir noyer la charpente du manoir 15e, la charpente d'origine du manoir 15e. Donc vous allez peut-être tolérer une performance énergétique moindre, mais parce que vous avez un bâtiment dont la valeur architecturale est plus. Et puis inversement, c'est de l'intelligence projet par projet à chaque fois, hein. Donc voilà. Et la gestion de tous les jonctions entre le toit et le sol. Et puis là-haut, c'est toujours un peu embêtant. Donc ça, c'est des ponts thermiques qu'on retrouve très souvent. Voilà, juste pour finir. Donc la stratégie globale, si vous voulez, nous, c'est un peu la façon dont on procède, alors avec quelques points en plus qui ne sont pas notés là. Mais en tout cas, la lecture de bâti, donc, qui permet de faire un diagnostic des désordres. Désordres, donc les pathologies structurelles et les pathologies humides, ou les sources éventuelles de pathologie. Donc résoudre, bien sûr, ces désordres pour pouvoir améliorer le confort thermique, mais surtout penser au confort d'été et à la gestion de l'hygrométrie dans le bâtiment. Et bien sûr, effectuer des bouquets de travaux pour atteindre un bon objectif énergétique, mais sans pour autant altérer la valeur patrimoniale du bien. Vous voyez, c'est l'ajustement des curseurs qui peut parfois être un peu fin. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie. Vous avez des questions? On vient d'entendre. Il me semble que le traitement des murs de refend en isolation intérieure, j'ai pas vu... Oh non, on n'avait pas le temps de parler des détails. Mais c'est une problématique, voilà. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des... Alors, il y a plusieurs aspects dans la question que vous posez. Il y a, d'une part, je pars toujours, moi, de la gestion de l'humidité, la gestion des pathologies éventuelles. Donc, les murs de refend sont très souvent posés sur des failles géologiques, sur des veines d'eau. On appelle des veines d'eau. Donc, c'est des murs qui souvent présentent des remontées capillaires qui peuvent être pas évidentes à traiter, qu'on traite en effet sous le sol ou des choses comme ça, ou avec les enduits dont je parlais tout à l'heure, les enduits pouzzolaniques, les enduits romains. Donc ça, et après en termes d'isolation, étant donné que c'est un mur intérieur, il y a beaucoup moins d'incidence, c'est dans le volume isolé, hein. Ce qu'il faut faire attention, c'est au retour, c'est-à-dire l'endroit où votre mur de refend, il rentre dans le mur périphérique. Là, normalement, on est censé faire des retours d'isolation sur entre 60 cm et 1 mètre. Quand on vraiment, mais là, encore une fois, là, on va chercher des petits chiffres après la virgule, quoi. On va chercher, on a une démarche performantielle, quoi, quand on fait ça. Voilà. Je voulais savoir quel type de ventilation installez-vous après une... Oh dame, c'est une question très compliquée. Ventilation naturelle à la base. Ouais. Il n'y a pas de réponse normative. Donc, il y a plein de choses qui sont entendables, mais c'est projet par projet. J'aurais tendance à privilégier des ventilations qui ne vont pas mettre le bâti en dépression. Donc, à éviter la simple flue, en gros. Pour ne pas créer un système dépressionnaire, en fait, dans le bâtiment. Ce qui va poser des problèmes thermiques et de gestion hygrométrique. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon ça va être très compliqué. Mais donc plutôt garder une double flux si on doit y aller, mais la double flux va poser un autre problème, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler une étanchéité à l'air du bâtiment impeccable. Est-ce que c'est souhaitable? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Le temps sera le meilleur juge. J'ai des intuitions, mais ça m'appartient. Mais non, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Mais c'est un problème qui est holistique, hein, qui est multidimensionnel en fait, le problème de qualité de l'air intérieur, quoi. Parce que ça dépend des usages, des usagers, des matériaux qu'on va ramener, le comportement de l'usager. Enfin, je veux dire, il est névralgique là-dedans. C'est-à-dire que on a des modes de vie qui sont de plus en plus sédentaires, où on s'enferme de plus en plus. On vit dans des boîtes, hein. Et je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, ça posera toujours des problèmes. Enfin, le ressort, il n'est pas là. Mais ça
c'est que mon avis perso. Mais ouais, c'est pas une question simple. Et la personne qui dirait qu'elle a une réponse facile serait soit un menteur, soit quelqu'un qui manque de recul, quoi. C'est projet par projet qu'on peut évaluer dans quelle mesure c'est compatible ou pas avec le projet et avec le mode de vie des gens, quoi. Tu vois, si pour prendre un exemple, hein, ce ne sera pas du tout la même problématique si tu es... mais pour le chauffage, c'est pareil. Hein. Si tu es informaticien en télétravail ou si tu es infirmière qui fait des gardes de 36 heures et qui passe 24 heures à la maison, quoi. La problématique n'est pas la même. Ou si tu es maraîcher bio ou voilà, quelqu'un qui bosse en télétravail, les contraintes ne sont pas les mêmes, quoi. En tout cas, nous, si on respecte ce que j'ai dit à peu près, bon, il faudra aller un peu plus loin, mais pour ce qui est de l'humidité, on arrive globalement à s'en sortir. Après, la qualité de l'air, c'est pas que l'humidité. C'est ça le problème. Non. Ouais. Pardon. Oui, je pense à l'isolation des sols, des dalles en argilé avec des plaques de liège. C'est imperméable, la plaque de liège. Alors non, c'est pas imperméable, c'est... Un bouchon de bouteille. Hein? Bah, il n'est pas imperméable. Hein, c'est pour ça qu'on cirait le bouchon. Mais par contre, ouais, c'est l'élément le plus fermé du complexe, c'est sûr. C'est évident. Mais selon les lièges, cela dit, ça peut ne pas être trop éloigné d'une tomate avec un traitement de surface, quoi, avec une huile. Ouais. Mais c'est sûr, c'est un compromis. Ouais. C'est un compromis. Mais encore une fois, là j'ai été très rapide, hein, mais c'est une histoire de compatibilité. C'est-à-dire que si tu as un hérisson ventilé, que tu as des plaques de liège, tu as des systèmes de purge pour l'humidité quand même. Donc on n'a pas complètement fermé les sols, mais un peu plus, ouais, c'est tout à fait exact. Ouais. C'est compromis. De même que ce qu'on voit des fois au pied de mur, des bouches de ventilation, est-ce que ça a été fait pour justement faire ventiler le mur, pour le faire respirer à travers le ciment, enfin le ciment? Souvent c'est fait, enfin je sais pas, hein, faudrait voir vraiment de quoi vous parlez, mais souvent c'était, parce que c'était des complexes sur vide sanitaire, c'était souvent lambeaux de parquet dans la pièce de vie, quoi. Donc c'était pour ventiler sous les lambeaux de parquet. La pire erreur souvent qu'on fait, c'est parce que ça amène pas mal de froid aux pieds, par les courants d'air là pour le coup. Et souvent l'erreur qui est faite, c'est de boucher ces lanterneaux de ventilation. Et là par contre derrière ça pourrit, quoi. Alors moi je parlais de ce qu'on voit de l'extérieur. Ouais, bah, ça peut être ça, hein, mais je sais pas, faudrait voir. Ouais. C'est uniquement dans le mur. Pardon? L'extérieur, c'est uniquement, ça ne traverse pas. Ah, c'est pas traversant. D'accord. C'est seulement à travers. Ah oui, bah c'est juste. Ah oui, un enduit-ciment, des choses. Ah oui, d'accord. Ah oui, moi j'étais sur des choses qui sont d'origine. Non, des trucs qui ont été rajoutés. Oui, bah c'est ça. La stratégie, c'était de pouvoir purger un peu d'humidité. Par contre, bah, encore une fois, c'est une histoire de surface développée et de surface d'échange, quoi. Tu vois bien que la surface d'échange, bah, c'est ridicule comparé à une façade entière, quoi. Ouais. C'est du ponctuel. Donc si le bâtiment n'est pas trop impacté par l'humidité, ça peut suffire. Mais s'il est un peu plus impacté, ça ne suffira pas, quoi. Ça, c'est sûr. Le ciment, il est incompatible avec le bâtiment ancien pour ces questions d'humidité, mais pas que, hein, aussi pour des questions structurelles, quoi. C'est-à-dire qu'un bâtiment en pierre, c'est quelque chose de souple. Et le ciment, c'est rigide. Donc, mettre un truc très rigide sur un truc très souple, c'est pas une très bonne idée, quoi. Parce que nous, effectivement, dans les années 80, une maison en Bretagne, en bord de mer, en Morbihan, très vieille maison, hein, avec certainement du granit ramassé sur la plage, des maisons de pêcheurs très low cost, hein, de l'époque, hein. Alors, évidemment, on a enlevé le parquet, on a mis un polyane, enfin bon, les entreprises ont mis un hérisson, oui, je pense, oui, on s'en a rappelé, hérisson, polyane, dalle béton, vrai cérame, et puis quelques années après, les murs qui étaient inclinés, hein, inclinés vers l'extérieur, et bien polyuréthane, enfin polystyrène, et puis placo, hein, avec en bas de mur que l'épaisseur
du plâtre, parce que le mur il est pas droit, puis en haut, ben, les 90, 50 ou 60, Ouais. 80. Et alors, pour l'instant, il n'y a pas de dégâts, on ne constate rien, hein, bien sûr. Donc on a le confort, on a tout, quoi. Sauf que quand je vois les désordres que ça peut occasionner, je m'interroge. Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas qu'on sonde? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille regarder les poutres? Tout ça, c'est noyé dans le placo. Pour l'instant, il n'y a rien. On ne constate rien. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire des carottages? Ouais, non, mais ouais, complètement, je comprends. Ce que vous pouvez faire, à défaut de faire un carottage dans un premier temps, c'est à la limite de passer à la caméra thermique. La caméra thermique peut permettre de voir des problèmes d'humidité en fait, puisqu'il y a des cycles. Hein. C'est-à-dire que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'humidité c'est froid. Vous le voyez à la caméra thermique sur la photo que je vous ai montrée. Donc ça peut démontrer des effets de flux des fois pour des diagnostics non destructifs. C'est une technique qui est pas mal utilisée, puisque si c'est froid, de toute façon ça va condenser, donc ce sera humide. Si c'est humide, c'est froid, et ainsi de suite, quoi. On est entré dans un cercle. Donc, ça peut être une première étape. Et je vous dis, ce que j'irai vérifier assez vite, c'est les abouts de poutres. Les endroits où les poutres rentrent dans les murs. Si vous commencez à voir des liserés blancs, c'est du sel, hein, ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des résurgences d'eau, quoi, qui s'évaporent, ou des choses comme ça. Et après, toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui vont relativement bien s'accommoder d'un mauvais traitement. Et il y en a d'autres qui ne vont pas du tout le supporter. Enfin, ouais, mais c'est comme nous tous, hein. On n'est pas tous égaux. Et les bâtiments, c'est exactement pareil, quoi. Il y a des bâtiments qui vont supporter des mauvais traitements, qui vont montrer aucune pathologie, alors qu'ils sont dans les pires cas que je vous ai présentés. Et à côté de ça, on a des bâtiments qui, le moindre petit grain de sable va générer des dégâts, quoi. Après, c'est facile, hein, pour nous de dire ça. Hein. Moi, je jette la pierre à personne. C'est-à-dire que j'aurais été maçon dans les années 60. Il y a fort à parier que j'aurais posé du ciment comme tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on a le recul. On sait que ça ne marche pas parce qu'on le constate et on sait pourquoi ça ne marche pas. Et donc voilà. Changer de pratique, quoi, maintenant. Moi, je peux vous demander. Bien sûr. Dans quelles conditions vous intervenez? Vous êtes mandaté demandé par les clients, mandaté par... Alors nous, on ne parle pas de clients, on est une association, on parle d'adhérents. Non, je vous en prie. c'est pas un gros mot non plus. Hein. Mais voilà, donc non, ouais, nous, alors... ça fait partie de mes missions. En fait, je fais du conseil à la réhabilitation de bâtis anciens. Donc ça peut être du conseil gratuit. Par exemple, dans le 44, je reçois au CAUE 44 tous les premiers mardis du mois sur rendez-vous. Et donc pour des rendez-vous d'1 heure pour caler un peu les projets. Hein. Ça peut être aussi du conseil téléphonique. Là. On est financé par le département du 44 et par la région Bretagne pour cette mission-là, pour donner des conseils techniques. Donc là, téléphonique, c'est un peu plus ciblé quand même. Et puis je fais du service, ce qu'on appelle du service conseil sur site. Donc là où on fait un petit diagnostic en se déplaçant, quoi. Voilà, on fait en gros le tour du bâtiment pour voir les sources de pathologie et mettre en place des préconisations, quoi, sur les projets de réhabilitation. En fonction des gens, quoi. Madame X ou Monsieur Y vont pas faire la même maison parce qu'ils vivent pas pareil, quoi. Et aujourd'hui, on a un panel d'outils qui est suffisamment large pour répondre à chacun, quoi. En fonction de vos modes de vie et puis de de ce qui vous fait vibrer ou pas, quoi. Donc voilà, c'est possible. Une association essentiellement de techniciens Non, il y a tout. Hein. Non, en fait, historiquement, ça s'explique parce que Thiès-Brèze, le groupe de Thiès-Brèze a été monté à la fin des années 60 et l'association a été... À l'origine, c'était, bon, je fais vite, mais c'était une antenne de maisons paysannes de France en Bretagne. Bon, en bon breton, il y a eu scission et velléité indépendantiste. Donc on est devenu une asso à part entière. Et en fait, c'est les Bretons ont pris assez vite conscience, enfin une part en tout cas des Bretons a pris assez vite conscience de la richesse et de l'importance de son patrimoine architectural. Et deux, c'était un endroit où il y a des gens qui ne se croisent pas dans la vie réelle, qui ont pu commencer à se croiser. C'est-à-dire, il y a des géologues qui ont commencé à croiser des maçons, qui ont croisé des historiens, qui ont croisé des archéologues. Et en fait, tous ces gens-là avaient des savoirs connexes
Mais sans imbrication, et la force de Thiès-Brest à cette époque-là, ça a été de mettre un peu tout ça, de réussir à imbriquer les savoirs les uns dans les autres, quoi, pour essayer d'avoir une vision la plus périphérique possible du bâti, quoi. Donc on en est arrivé là comme ça. Et pour répondre à votre question, non, aujourd'hui il n'y a pas que des techniciens, hein, on a des gens avec ça a des dimensions très différentes, quoi. Des gens qui vont avoir des appétences. Alors, nous, nos adhérents, c'est du simple particulier qui restaure son bâtiment à l'architecte ou à l'artisan qui veut s'inscrire dans cette chose-là, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas une réponse normative. Donc la réponse technique, elle n'est pas que technique pour le bâtiment, mais c'est en fonction du projet, quoi. C'est-à-dire les gens vont avoir des appétences. Il y a des gens qui vont vouloir aller très loin en performance énergétique parce que leur angoisse, enfin, c'est pas très joli à dire angoisse, mais c'est le monde de demain et les consommations d'énergie qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y en a d'autres, ça va être des velléités beaucoup plus patrimoniales, donc on ne va pas sortir le même projet, quoi. Qui vont vouloir faire de la conservation, restauration, des choses très sobres. Voilà. J'ai pas la réponse à ça, mais vous voyez, on a l'embranchement des chemins, quoi. Il y a des gens qui vont dire mon C15 il est plus écolo qu'une Tesla, et je dis pas qui a raison ou qui a tort, mais c'est deux façons de voir les choses, quoi. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Vous avez évoqué tout à l'heure les bâtis religieux, par exemple. Vous intervenez aussi bien sur du patrimoine particulier que sur du patrimoine religieux ou du patrimoine... Complètement, ouais. Alors, nous, à Thiès-Brest, on s'occupe plutôt du bâti non protégé, bien qu'on en fait un petit peu, mais plutôt non protégé. Après, en Bretagne, il y a énormément de chapelles et d'églises qui ne sont pas protégées, hein. Donc oui, on intervient beaucoup sur ce patrimoine-là, d'autant plus que c'est un patrimoine qui a été délaissé un peu dans les 50 dernières années, et du coup qui montre aujourd'hui des altérations qui sont de plus en plus importantes, avec des enveloppes budgétaires communales qui sont de moins en moins importantes, elles. Donc ouais, on intervient sur du... Il y a beaucoup de projets qui se montent en Bretagne, enfin je ne sais pas trop ici dans le secteur comment ça se passe, mais nous sur les comités de chapelle et les pardons, enfin je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un pardon, mais voilà, ça fait vivre et ça permet de générer, de fédérer du monde autour du bâtiment. Et là, nous, on accompagne pas mal de projets comme ça. Donc vous voyez, on fait des choses très différentes, hein, entre des maisons à haute performance énergétique en bâti ancien et une chapelle du 16e. Enfin, vous voyez le grand écart, quoi. Ouais. Oui, vous avez dit que l'isolation par l'extérieur, une maison fonctionnait bien, mais apparemment ça ne permet pas la circulation de la vapeur d'eau. Si, ça dépend des matériaux qu'on utilise, toujours, hein. Si, il y a l'étude, vous pouvez aller voir, hein, sur Internet, elle est disponible, il y a l'étude Hygroba qui s'était attaquée à ce sujet-là. Et clairement, d'un point de vue sanitaire, enfin, la solution ne me plaît pas spécialement, nous plaît pas spécialement à Thiès-Brest, mais de fait, on doit admettre que sur le plan sanitaire, c'est là qu'on prend le moins de risques vis-à-vis de l'eau, quoi. Si on utilise les bons matériaux, c'est-à-dire si vous faites une isolation par l'extérieur en polystyrène, c'est raté. Là, c'est pire que tout, hein. Mais par contre, si vous faites une isolation par l'extérieur en laine de bois, techniquement, après, il faudrait voir dans le temps aussi. La plupart des études, ils s'attaquent à... Enfin, c'est des études qui sont faites pour beaucoup par des thermiciens, hein. Il faut prendre un petit peu de distance avec ces sujets-là, parce que quand vous travaillez sur un logiciel de thermique ou d'hygrothermie, tout est parfait dans un logiciel. Il n'y a pas de souris dans le logiciel. Il n'y a pas quelque chose qui va faire un trou dans votre complexe d'isolation, ou il n'y a pas... Voilà. Et ouais, c'est ça. Il n'y a pas le module enfant non plus. et voilà. Mais non, de fait. Après, par contre, je peux vous citer une autre étude qui va dans un autre sens. Une étude qui avait été faite par la communauté de communes du Grand Poitiers sur des techniques des stratégies en tout cas d'isolation de 3 maisons, en l'occurrence, ils avaient travaillé. Et eux, ils ont travaillé sur les retours sur investissement. Et les retours sur investissement en isolation par l'intérieur, soit en laine de bois, soit en chaux-chambre, étaient assez courts. C'était une dizaine d'années à peu près en moyenne. Et les retours sur investissement par l'extérieur, ils s'étalaient entre 150 et 300 ans. Donc, bon, votre isolant, il est mort avant d'avoir fait un retour sur investissement, quoi. Ouais. C'est à cause des travaux induits, je pense.
Si vous faites une isolation par l'extérieur, vous avez des travaux de charpente, des travaux de couverture pour augmenter les débords de toit. Vous avez nécessairement des travaux quand même intérieurs pour cacher toute la tripaille, les lecs, la plomberie, tout ça. Donc vous êtes quand même obligé d'intervenir par l'intérieur et avec des surcoûts parce qu'on travaille fin. Comment tu caches l'électricité, quoi. Quand tu isoles par l'intérieur, tu la caches dans l'isolant. Donc tu fais d'une pierre deux coups. Donc je pense que c'est pour ça. Mais cette étude-là, elle est disponible, hein, vous pouvez la trouver. Elle est un peu vieille. Probablement que les rapports de proportion ont légèrement baissé. Hein, parce qu'elle a une dizaine d'années à peu près. Et les isolations par l'extérieur sont un peu moins chères aujourd'hui qu'hier. Mais vous voyez, bon, même si ça a bougé un peu à la marge, ça fait quand même des retours sur investissement qui sont compliqués. Et puis c'est toujours pareil. Dans cette étude, on calcule à partir des différentiels. C'est-à-dire que quand vous supprimez un pont thermique, le gain réel énergétique, il est très faible. Et quel coût il y a en face, en fait? C'est ça. C'est ça qui biaise la balance. Mais bon. Il faut faire comme Thiès Brest conseillait avant, sinon vous mettez un bonnet si vous avez froid. Sur le Tivoli à Clisson, suivant les architectes auxquels l'association s'est mis en relation, ils préconisent plus ou moins un chaînage, remettre la charpente. Alors que la charpente, elle était rentrée dans le mur. Enfin, les fermes étaient pénétrées dans les murs. Or, un chaînage, il n'y a rien de mieux comme pont thermique qu'un chaînage. Ouais. Après, on peut le faire intelligemment, mais est-ce que ça a du sens? Je sais pas. On peut faire un chaînage sans pont thermique? Ouais, faut des compensations, quoi. Faut laisser des réservations pour des isolants, quoi. Et d'autant plus performant que le pont thermique sera important, quoi. Mais non, oui, de toute façon, aujourd'hui, c'est le gros problème, hein, c'est qu'on est dans un système où c'est plus les architectes qui font le projet, c'est l'assureur qui est derrière. Et ça c'est comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'il fait baisser le coût, non, là, il va sur un chaînage parce qu'il veut s'assurer il veut s'assurer de ne pas avoir de problème. Alors que bon, ça fait 10 000 ans qu'on pose des charpentes sans chaînage. Hein, oui, puis là, on rentre dans le cas d'un matériau souple avec un matériau qui ne l'est pas. C'est ça. C'est ça. C'est pas la pire utilisation du ciment qui soit, cela dit. Mais oui, je suis d'accord. Il y avait une... Ça a duré c'est appelé en 2008, la construction de 1905, donc ils ont duré 100 ans, avec des fermes dedans comme ça, et sans aucune déformation, puisque le scanner 3D a montré qu'il n'y avait aucune perte de verticalité des murs. Il y avait une question derrière. Vous vous intéressez aussi aux sources de chaleur, au chauffage oui, un petit peu. Oui, forcément, hein, on traite de ça. Et puis, d'autant plus que c'est, tout comme la ventilation, c'est au cœur des projets. C'est-à-dire que votre bâtiment, il ne va pas se comporter de la même façon si vous mettez un chauffage, comme pour la ventile, hein, un chauffage X ou Y. Donc oui, on s'y intéresse. Après, il n'y a pas de... alors, il y a des mauvaises réponses, hein, c'est toujours pareil. Par contre, il y a pléthore de bonnes réponses, enfin, de bons systèmes de chauffage compatibles, hein, j'entends par là. Mais ça dépend beaucoup de l'usager, en fait. Un peu du bâtiment, comment il est fait, qu'est-ce qu'il va tolérer, il y a des projets qui sont prévus, mais aussi beaucoup de l'usager, quoi. C'est-à-dire, c'est exactement le même exemple que je prenais pour la ventilation. Si vous êtes un informaticien en télétravail ou si vous êtes infirmière et que vous utilisez le bâtiment qu'une fois tous les 3 jours, ce ne sera pas forcément la même stratégie de chauffage qu'il faudra, quoi. Et puis, si vous avez 65 ans ou si vous avez 25 ans, c'est pareil. Hein. Corvée de bois bûche, c'est sympa quand on est jeune, mais un peu moins après à l'usage. Enfin voilà, non mais ça peut être des choses comme ça. Et donc, j'ai pas de réponse normative là-dessus, pareil. C'est du cas par cas. Ça dépend comment vous vivez. Et puis comment le bâtiment est fait. Et vous voyez, hein, c'est toujours cette double dimension, hein, c'est-à-dire l'usager. Nous, en fait, on considère ça comme ça. C'est-à-dire que, je ne vous l'ai pas dit, mais on distingue, c'est très important pour Thiès Brest, ça, c'est la distinction entre 3 termes, à savoir la restauration, la réhabilitation et la rénovation.
Restauration, vous voyez bien, c'est une logique un peu muséographique. On remet la terre battue comme c'était au 18e, et puis voilà. Vous ne voulez pas vivre dans ce genre de bâtiment en général. Enfin, pas tous les jours en tout cas. Et ensuite, on a la rénovation, c'est un peu ce qu'on a fait dans les années 50, 70 et encore un peu aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de faire... donc là, c'est l'habitant qui prime. C'est-à-dire, je veux mon projet, moi je veux une maison comme tout le monde. Le bâtiment, je m'en fiche. Donc je ne prends pas en considération ses caractéristiques, quoi. Et je fais du neuf dans du vieux. Ça ne marche pas très bien et ça coûte cher au vu des performances qu'on atteint. Nous, la philosophie, c'est plutôt la réhabilitation, c'est-à-dire c'est un dialogue entre le bâtiment et l'usager, quoi. Dans quelle mesure je peux m'inscrire dans l'histoire de ce bâtiment, mais qui m'apporte quand même le confort moderne que j'attends, mais qu'en même temps, je ne joue pas contre, quoi. Je suis obligé de travailler avec le bâtiment. Vous voyez. Donc à chaque fois, ça se traduit comme ça. Des réponses qui sont ciblées.